Alors, on reçoit maintenant le nouveau conférencier. Alors, j'avais vraiment hâte de le recevoir, ce conférencier. On a échangé pas mal de fois. Je reçois Philippe Rosset. Bonsoir Philippe. Bonsoir, bonsoir Damien, bonsoir à tous. Voilà, Philippe, moi je suis alors je suis toujours très content de recevoir un nouveau conférencier. Mais en tout cas, je suis vraiment, c'est un honneur pour moi de vous recevoir en direct ce soir. Et je suis content également que vous ayez répondu à notre invitation cet été. Pour information, je le dis quand même, on a eu la chance de vous découvrir lors de votre premier passage sur Noura TV. Ouais. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir votre conférence. Vous tapez sur YouTube Noura TV Philippe Rosset et voyez un petit peu les sujets qu'aborde Philippe. Ça vaut vraiment le détour. Et donc, je disais que on vous retrouvera cet été pour une intervention qui est quand même assez particulière. Je vais vous présenter en quelques mots, Philippe, parce que certaines personnes ne vous connaissent pas encore. Alors, vous êtes, avant d'être un auteur, bien sûr, vous êtes surtout un grand voyageur, un peu comme moi d'ailleurs. Et vous vous définissez surtout comme un enseignant en partageant vos connaissances qui sont liées aux sagesses anciennes et à l'exploration de la conscience. Alors, on peut dire que vous êtes, vous aussi, une sorte de relais, de décrypteur des philosophies anciennes qui permettent quelque part de un peu mieux comprendre le fondement même de notre existence. Vous naviguez entre mythologie et littérature et fidèle à cet enseignement, eh bien, vous avez écrit un ouvrage qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, qui s'intitule Merlin, la magie de la conscience. Et d'ailleurs, vous allez bientôt sortir un nouvel ouvrage qui s'intitule Les 9 clés de la sagesse irlandaise et qui va d'ailleurs sortir le 30 mai. C'est dans 10 jours. Ça arrive très vite. Vous avez une chaîne YouTube en quête de sens et vous préparez de futurs séjours initiatiques en Europe dans le cadre de la transmission de votre savoir. Alors, Philippe, on a beaucoup parlé, vous et moi, en amont, et on a justement un sujet d'intérêt en commun qui est justement cette intemporalité des dimensions et la manière dont notre conscience a de s'y frayer un chemin pour parfois, je dirais, transgresser, aller au-delà de notre compréhension et de nos acquis en termes de physique quantique. Et je sais éperdument que tout ce que je dis, ça parle à beaucoup d'internautes qui nous suivent là et qui nous suivent et surtout au futur public de l'étrange rendez-vous, parce que quand j'ai eu connaissance de votre domaine d'études, pour moi, c'était vraiment inévitable, inéluctable d'ailleurs que vous soyez présent cet été. Alors Philippe, j'ai une question à vous poser. Je vais vous laisser la parole parce que Dieu sait que je parle trop. Prédire ce qui va arriver, re-questionner notre conception du temps, c'est le substrat un peu de votre ouvrage où Merlin, loin d'être un personnage connu de la littérature et de la fiction, est au contraire une sorte d'archétype qui nous habite chacun et si on peut dire qui est une version peut-être un peu plus élevée de nous-mêmes. Comment l'accès à cette connaissance, elle doit ou elle peut d'ailleurs nous permettre de prendre un peu de la hauteur et de nous élever? Ouais, bah, déjà C'est merci, c'est des questions, de je suis m'accueillir. désolé, je vous ai Oui, dit, là, hein, ça je va suis être passionné par ça va un autre sujet, hein, ouais. ça va être déjà on va évoquer un peu la conférence, mais c'est un vaste sujet. Déjà, je suis très content d'être ici et qu'on ait échangé et qu'on ait trouvé toutes ces thématiques en commun et puis cette passion commune pour ces autres réalités et puis cette question des temps intriqués. Je pense que ça va parler effectivement à beaucoup de monde, Ah que oui. ce soit les vies parallèles, les vies simultanées, les vies antérieures, les vies futures. Mmh. Effectivement, avec Merlin, je me suis dit, au-delà de l'enchanteur, du folklore et puis du personnage Disney, et puis il y a l'archétype du chaman. Et effectivement, Voilà. on a tous ce chaman qui sommeille en chacun de nous, l'enchanteur. Et Mmh. l'idée du livre, c'est aussi de dire, mais tout ce qu'on prend pour de la magie, en réalité, c'est naturel, ça s'explique. C'est simplement qu'on n'a pas encore les outils pour le C'est ça. démontrer, on n'a pas encore le paradigme, et on prépare ensemble ce nouveau paradigme post-matérialiste. L'idée, la clé, c'est la conscience. Donc la conscience, elle peut voyager partout, dans le temps, dans l'espace, puisqu'il n'y a ni temps ni espace. C'est difficile à comprendre Oui, parce qu'on est dans ce monde en 3 oui, dimensions. Mais oui. la conscience, c'est l'interface. C'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui permet Mmh. à Merlin de se métamorphoser, c'est ce qui lui permet de soulever les pierres de Stonehenge, c'est ce qui lui permet d'aller voir dans le futur pour ramener des infos dans le présent. Bref, c'est la Mmh. rétrocausalité avant l'heure. Et tout ça, c'est Mmh. dans la littérature, c'est dans les légendes. Et moi, je suis persuadé que les mythes, les légendes, les archétypes, les choses Bien anciennes sûr, sont bien déjà sûr. des empreintes de notre futur. Exactement. Alors, j'ai une question à vous qui me vient comme ça à l'esprit. Pourquoi Merlin? Pourquoi cette magie de la conscience? Qu'est-ce qui vous a, à un moment, initié sur cette voie? Et comment vous avez justement, pu vous quelque part vous connecter ou du moins, aller chercher cette information sur Merlin? Parce que là, vous avez dit quand même quelque chose qui m'a fait bondir, parce que vous avez quand même pas mal de gens qui s'intéressent, au mystère, des anciennes civilisations, dans ce groupe et qui vont venir d'ailleurs cet été pour vous voir. Et vous avez dit cette connaissance qu'avait Merlin de soulever les pierres, de les transporter, de les faire léviter.
quelle est, on va dire, la source de votre connaissance sur ce vaste sujet qu'est Merlin et qui fait l'objet d'ailleurs de cet ouvrage qui est à l'écran, que je partage? Oui, alors c'est un cheminement, puisqu'on parle de temps et de synchronicité, vous imaginez bien que le personnage de Merlin s'est présenté à moi à plusieurs reprises, D'accord, par, le biais de synchronicité, de visites chez tel ou tel chaman, de voyages en état modifié de conscience. Parmi d'autres d'accord. archétypes, il s'est présenté en 2017 et puis petit à petit, vous êtes sur un chemin, c'est comme le petit pousset et puis les petits cailloux et puis, les synchronicités, vous les suivez quand vous sentez, qu'elles vous appellent et qu'elles vibrent et que petit Mmh. à petit, vous vous retrouvez dans tel endroit et que vous voyez le nom de Merlin, puis ensuite en telle librairie, Merlin, 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 ça finit par devenir obsessionnel Mmh. et vous partez tout simplement dans une quête. C'est une aventure D'accord. personnelle d'emblée. Mmh. Et puis, cette histoire de Pierre qui lévite, ça on le trouve dans des manuscrits. C'est dans le Merlin de Robert de Boron, c'est l'auteur français XIIIe siècle qui parle du transport des pierres d'Irlande par Merlin, par magie. Alors, c'est pas D'accord. tout à fait d'Irlande, ça vient du Pays de Galles et encore, c'est que le deuxième cercle intérieur de Stonehenge. Mais il y avait déjà cette idée qu'il utilisait un pouvoir spécial, sans doute le son, pour faire se mouvoir ces gigantesques pierres. C'est une Mmh. légende, mais quand Mmh. même, il y a toujours un petit fond de vérité. Il Hein, y a là. toujours un fond de vérité derrière les mythes. Ouais, Vous êtes, comme moi, un néo-évémériste. D'ailleurs, comme notre chère Bleuette qu'on va recevoir cet été également, derrière les mythes, il n'y a pas de fumée sans feu, il y a toujours une part de vérité. Bien sûr, comme le disait Michel de Sey tout à l'heure, il faut savoir interpréter justement certains textes et pas tout prendre au premier degré forcément. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit sur cette connexion que vous avez de Merlin. Vous l'avez dit vous-même, la conscience, quelque part, n'a pas de limite ni d'espace ni de temps. C'est ce dont je suis intimement convaincu également. Et du coup, cette conscience peut se programmer à voyager, à être transportée, donc dans des états forcément modifiés de conscience, ça va de soi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes entré en contact avec quelque part une matrice informationnelle liée à ce personnage Merlin. Donc, au-delà d'être un archétype, le personnage historique, est-ce que vous pensez que vous avez été en conscience avec un système d'information lié à Merlin, justement? Parce que vous avez dit qu'il est ouais. venu à vous quelque part, il s'est présenté à vous. Ouais, là, j'ai le petit sourire énigmatique qui est celui de Merlin d'ailleurs, parce que là, Ah d'accord. j'ai l'impression qu'en 20 minutes, il faudra que je parle de tout, y compris de ces éléments extrêmement biographiques, mais je vais quand même vous donner une anecdote, bien sûr. Bon, déjà, ça serait très prétentieux de ma part de dire oui, je me suis connecté à Merlin, j'ai obtenu les informations. Non, c'est beaucoup plus fugace, subtil. Ça s'est fait en état modifié de conscience avec une chamane. Et à un moment donné, vous avez une étape qui consiste à aller rencontrer vos guides. Bah, je pense Mmh. que tous ceux qui nous écoutent ont déjà vécu cette étape et chacun a pu découvrir aussi des guides. Ça peut être des défunts, ça peut être des parents, pas forcément des personnages aussi archétypiques, je dirais. Et puis, lors de cette session, à un moment donné, apparaît ce personnage qui fait penser au vieillard à la lanterne, la barbe Oui. blanche, enfin, l'aspect Mmh. un peu caricatural qu'on peut avoir de Merlin. Et là, le Bien nom sûr, m'est oui. venu, Merlin. Et puis, à partir de D'accord. là, allant voir, pour ne pas le citer, Patrick Drouot, et il m'a dit, bah oui, forcément, là, tu vas aller en Angleterre, tu vas te retrouver sur ces sites mégalithiques et tu vas réactiver des choses que tu as déjà Mmh. connues. Mmh. Bon, Oui, écoute, c'est moi, sur le coup, je découvre cet ouais, univers à cette époque-là. C'était donc ouais. 2017. Je dirais ça, c'est délirant. Et puis petit à petit, vous avez beau être rationnel et cartésien, parce que c'est très important dans ma démarche de ne pas perdre pied, évidemment, et puis de vérifier ce qui m'est dit Mmh. empiriquement. Mmh mh. Et j'ai pu le vérifier. Effectivement, il y avait un certain nombre d'informations qui venaient d'un hors temps. Mais c'est Oui, comme l'image que je prends souvent, c'est le cloud. Toutes les infos sont dans ce cloud, et puis à un bien moment sûr, donné, bah, vous téléchargez. bien Alors, ça sûr. peut arriver par le rêve, hein, vous n'êtes pas obligé de Mmh. prendre des hallucinogènes ou de l'ayahuasca ou des Mmh. choses comme Mmh. ça, mais Mmh ça peut mh. se matérialiser même dans le réel, les Oui, synchronicités, bien les sûr. balises synchronistiques, Mmh. pour tous. Mmh. Évidemment, à Mmh. condition de ne pas surinterpréter. Hein. C'est pas parce qu'on voit une plume blanche que ça y est, c'est un ange qui nous parle. Il faut que ça se Oui, répète. Il oui, faut que ça ait un sens, il faut qu'il y ait une ligne, voilà, et puis à partir de là, exactement. faut Souvent trouver ces le bon. synchronicités Voilà, souvent elles sont amenées à se répéter ces synchronicités parce que voilà. quand ça arrive comme ça une première fois, en général, on se dit: «Oh tiens, quelle coïncidence, quel hasard» et c'est à force de se répéter de manière, cyclique ou alors elles se produisent à un moment particulier que là, du coup, elles commencent à attirer notre attention, à nous captiver et surtout à nous faire réfléchir, un peu comme ce phénomène des heures doubles, des heures Mmh. miroirs, dont je suis, moi-même un observateur comme beaucoup de gens d'ailleurs et jusqu'à ce qu'à un moment on comprenne qu'il y a quelque chose, qu'il faut changer, une information à laquelle on doit accéder
Et donc, voilà, donc ces synchronicités sont très importantes. Et je pense que par rapport à ce que vous dites, vous êtes vous-même un grand observateur, un grand expérienceur de ces synchronicités. Et quand on a compris ces synchronicités, quand on arrive à les décrypter, quand on arrive à se frayer un chemin dans ce canevas de synchronicité, il y a un message en filigrane qui apparaît, un enseignement qui se manifeste. Et comme vous l'avez dit, nous sommes reliés à un cloud d'information. C'est exactement le terme que j'utilise personnellement dans mes écritures, etc. Et moi, j'ai l'impression, quand je parle avec vous, Philippe, alors c'est un ressenti qui est personnel, hein. Je ne vais pas non plus vous le généraliser, mais j'ai l'impression que vous êtes connecté à ce cloud d'information auquel justement ce fameux Merlin est connecté. Et j'ai l'impression que quelque part, ce fameux Merlin est une forme de double miroir de ce que vous êtes vous-même. C'est-à-dire que vous avez peut-être une incarnation de Merlin. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui se prétendaient ou qui pensaient ou qui l'affirment être liés à Marie-Madeleine ou à Isis ou à je ne sais pas quelle représentation, divinité, etc. Et c'est vrai qu'on rencontre souvent des gens qui pensent être la réincarnation d'un personnage historique. Alors, effectivement, c'est un peu prétentieux des fois de se dire oh, pour qui se prend cette personne, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir accès à des souvenirs ou des connaissances qui sont justement dans une matrice d'information auxquelles on peut avoir accès et justement dans laquelle on va être compatible peut-être parce que notre code informationnel énergétique est compatible avec cette matrice d'information. Et c'est intéressant justement qu'on en vienne à parler de Merlin, la magie de la conscience, parce que je ne pensais pas justement que on pouvait, que cette connaissance, on va dire, parce que vous en parlez avec vos mots, j'en parle avec mes mots, mais quelque part, on parle un peu de la même chose. Voilà, je ne pensais pas trouver un auteur comme vous qui ait cette faculté à se connecter à cette magie de la conscience. Donc, je suis vraiment content pour le coup qu'on aborde ces sujets-là. Et je sais que dans le chat et dans ce live, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce dont on est en train de parler. Et justement, je rebondis là-dessus. Donc, ce livre est sorti l'année dernière. Il est préfacé d'ailleurs par Romuald Letari, qui, on le sait, est un expérienceur de l'ayahuasca et que l'ayahuasca permet justement de se connecter à d'autres mondes. Mais il y a aussi un autre ouvrage qui va bientôt sortir là dans 10 jours, qui est terminé et qui s'appelle Saga, les 9 clés de la sagesse irlandaise. Ma question, c'est, sans vouloir trop non plus faire trop de teasing, est-ce qu'on a un lien justement, est-ce qu'on est dans la continuité de la sagesse et de l'enseignement de Merlin avec ce nouvel ouvrage? Cap vers une autre terre. Alors, c'est l'Islande pour le coup, c'est pas l'Irlande, on est plus au nord. Islande, pardon, excusez-moi. Pardon. Ouais, non, pas de problème. C'est un ouvrage très différent, très différent, qui va quand même parler à un moment donné, bien sûr, de la magie qui peut exister là-bas, parce que tout comme en Irlande, il faut savoir que les Islandais sont quand même les descendants, c'est un mélange de Norvégiens et de Celtes. Donc, vous imaginez bien que la magie celte va se retrouver là-bas, et notamment tout ce qui est l'évocation du petit peuple. D'une part. C'est-à-dire que là-bas, en Islande, on est capable de dévier des routes parce qu'on va déranger des lutins ou des elfes. Donc, pour ça, chez eux, il n'y a aucun problème. On n'est pas dans notre rationalité franco-française. Mais ça, ce n'est pas le propos du livre. C'est 9 clés pragmatiques pour affronter les tempêtes de l'existence. Et Dieu sait s'il y en a aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe en Islande, comment ce peuple de 300 000 personnes a réussi à survivre aux invasions, aux pestes, aux volcans, aux tremblements de terre, aux crises économiques en 2008. Ils sont toujours là, debout, avec une résilience extraordinaire. Il y a 9 clés à tirer et Dieu sait si nous avons besoin de ces clés aujourd'hui pragmatiques pour les transposer, non pas pour faire venir l'Islande à nous, mais où que nous soyons, qui que nous soyons, quelles que soient nos croyances. Il ne s'agit pas ici d'être ni spirituel ni particulièrement ouvert à ce domaine. Il est vraiment possible, très simplement, de manière très accessible, d'utiliser ces clés pour changer quand même sa vie et d'avoir un vrai ancrage et une vraie force. Voilà le propos du livre. Mais ça parle beaucoup d'Islande, c'est certain. Ouais. Ces clés de sagesse islandaises, est-ce qu'elles vous sont venues de la même manière que vous avez accédé à cette connaissance inhérente à Merlin, ou c'est plutôt une sorte de recueil informationnel, philosophique et initiatique, on va dire, d'une part de la culture islandaise? C'est bien parce qu'on dit tout ce soir et que cette inspiration, elle est double. Effectivement, il fallait se plonger dans les textes de la tradition, donc notamment les Eddas poétiques et les sagas et les héros de sagas, très bien. Ouais. Mais
il y a eu aussi quelques événements. Quand vous allez en Islande, vous êtes parfois, vous entrez dans une dimension autre. Et si je vous dis que le livre est né d'une aurore boréale, vous allez me croire. Tout le monde ne me croira pas, mais Ouais. vous sortez d'un concert à Reykjavik au mois de septembre, là où les aurores boréales ne sont pas si fréquentes, et tout à Ouais. coup, une extraordinaire aurore boréale traverse le ciel et miroite. Et tout à coup, vous dites, ah oui, ça fait quand même des années que je voyage dans ce pays, mais tout est là. Alors Mmh. que c'était pas du tout le livre prévu. J'étais pas du tout prévu pour faire ce livre-là, et ça s'est écrit très rapidement. Voilà. Ouais. Donc c'est les deux. Il y a à la fois une forme d'inspiration dont je parlerai à l'occasion, voilà, D'accord. et puis des expériences bien sûr extraordinaires de temps ralenti, de temps dédoublé, de choses complètement folles. Et puis bien sûr une connaissance du pays, une connaissance de la littérature. C'est toujours pareil. La tête dans Mmh. les étoiles et puis les pieds sur terre. Je pense qu'il faut avoir les Mmh. deux. Mmh. La devise d'ailleurs de nos compagnons, Ouais, de Nouréa TV et exactement. Que l'on évidemment salue. alors que l'on salue chaleureusement, ou on pourrait dire aussi être un peu fêlé, mais pas trop, juste pour laisser passer un peu la lumière. Oui, oui, Non mais ouvrir la conscience, mais ne pas laisser déborder le cerveau quand oui, même. voilà, c'est ça. Bon, après vous savez qu'on a malheureusement, bon, je parle en connaissance de cause dans cet univers, on a, des fois un peu des extrêmes du tout ou du rien. On est soit dans le rejet total, soit dans une sorte de surouverture où Ouais. on va être un peu trop, on va dire, si je puis dire, éthéré ou Mmh. déconnecté de la réalité et souvent c'est un peu embêtant. Voilà, je pense qu'il faut être un peu dans un juste milieu, comme vous le dites, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et je pense que c'est malheureusement, il n'y a pas assez de monde qui est dans cette démarche. Vous l'avez compris que l'étrange rendez-vous qui vous accueille pour la première fois d'ailleurs, et peut-être qu'on aura la chance de vous retrouver sur une prochaine édition, amène un public qui est en recherche en questionnement justement de tous ces sujets. Et je sais que vous allez apporter des clés de compréhension et qui seront complémentaires. Et d'ailleurs, votre thématique avec Merlin et la magie de la conscience est totalement, comme je l'ai dit en ouverture d'introduction de votre intervention, totalement dans le ton cette année, puisqu'on est sur les voies de l'intuition. L'intuition, à ne pas confondre avec l'instinct, est quelque chose de très important dans nos vies de tous les jours. Et beaucoup d'entre nous sont des intuitifs, donc naturellement vont agir et vivre de manière intuitive et toujours faire les bons choix, et ou pas forcément les bons à première vue, mais qui seront bons pour eux dans un second temps. Mais c'est pas quelque chose. L'intuition, je sais pas si ça vous parle comme ça, mais c'est quelque chose qui semble être un peu tabou dans des domaines un peu cartésiens, l'intuition. Ça reste du domaine de l'impalpable, du non maîtrisable. Et pourtant, cette magie qui s'opère grâce à l'intuition, grâce à la voix du cœur, j'ai l'impression que c'est un peu peut-être ce qu'il faudrait remettre au centre de notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe? Oui, oui, oui. C'est bien pour ça qu'en allant chercher les traditions anciennes, là où nous avions des peuples qui étaient connectés à la nature, qui étaient connectés directement aux étoiles, il suffit d'observer, on parlera lors de la conférence à l'étrange rendez-vous de Stonehenge et de son orientation sur les solstices. Mmh. C'était des gens qui avaient une connaissance de l'astronomie et de l'astrologie qui étaient d'ailleurs liées. Mmh. Ils avaient cette connexion qu'on a perdue dans nos mondes urbanisés à outrance. Voilà. Nous avons réalisé des progrès scientifiques extraordinaires sur lesquels il ne convient pas de revenir. Évidemment, Oui, on a oui. fait des progrès médicaux extraordinaires. J'aimerais pas aller voir le dentiste au XVIIe siècle. Ah non, Euh, voilà. on est Mais d'accord. on a besoin de cette intuition, on a besoin de ramener ce qu'il y avait de pertinent à cette époque pour se connecter à plus grand que nous et Mmh. renouer avec ces principes de la table d'émeraude. Tout le monde connaît ce qui est en haut et ce qui est en bas. Or, Mmh. on est resté très en bas. Et Mmh. on a perdu de vue le fait que ce qui se passait en haut, c'était un reflet aussi de ce qui se passait en bas. C'est Mmh. cette connexion qui passe par le cœur, vous avez raison de le dire, entre Mmh. l'ancrage et l'ouverture coronale. Il y a cette transmutation qui se fait par le cœur. Et ça, c'est Mmh. extrêmement important. Et c'est aussi l'une des leçons de Merlin, de Glastonbury, de l'aubépine sacrée de Glastonbury, Mmh. que certains connaissent. Tout à fait. Et d'ailleurs, en parlant, vous m'aviez d'ailleurs, on s'est parlé là, il y a quelques semaines. Vous avez déjà effectué un voyage, vous avez emmené d'ailleurs des gens sur ces sites en tant que guide conférencier, et vous prévoyez dans le futur, d'organiser 2 nouveaux voyages, bien sûr, alors, en Angleterre, sur certains lieux bien précis, mais également en Islande, je pense, pour faire un petit peu, écho à l'ouvrage dont on a parlé juste avant, qui va sortir d'ailleurs dans une dizaine de jours.
qu'est-ce que vous proposez quelque part dans ces voyages initiatiques? Est-ce que, bien sûr qu'il y a la part d'information culturelle, de l'ordre du mythe, et cetera, mais est-ce qu'il y a des processus, des démarches, on va dire, plus de l'ordre de la reprogrammation, de l'énergétique, du ressenti sur place? Puisque, vous l'avez dit, vous, dans vos voyages, là où vous êtes allés, vous avez eu l'occasion justement de quelque part d'acquérir une certaine information sur les lieux où vous vous trouviez. Nos champs Mmh. énergétiques sont des champs informationnels, les lieux énergétiques sont des champs qui contiennent de l'information, donc forcément, quand 2 champs énergétiques rentrent en interaction, il y a de l'information qui s'échange et donc on acquiert une certaine information, non pas consciemment, mais plutôt en subconscience, qui va se manifester à un moment par la voie de l'intuition. Et justement, est-ce que votre démarche, vous, sur les sites que vous allez proposer à des futurs voyages, vous en ferez, je pense, l'annonce sur cet été, sur l'étrange rendez-vous, si des personnes veulent vous inviter et vous suivre. Est-ce que vous proposez cette initiation, cette démarche, si je puis dire, de reprogrammation d'informations ou d'acquérir une certaine connaissance en foulant ces lieux? Oui, tout à fait. C'est un petit peu le but. Alors, c'est pas la présentation initiale, Oui. mais quand on est sur les lieux, par exemple sur le fameux Thor, cette colline qui domine Glastonbury, on est sur l'ancien Avalon. Là, on fait une initiation, on découvre le labyrinthe Mmh. qui est dessiné par cette colline particulière, on franchit des Mmh. portails, on Mmh. active des portails, et Mmh mh. puis des choses s'opèrent là-bas avec les autres réalités qui sont entre nous. On déguste bien sûr l'eau de Chalice-Well, la source blanche, la source rouge. On est sur le masculin sacré, le féminin sacré. C'est extrêmement complet. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui étaient avec moi l'année dernière en juillet lors de Ah! ce voyage en Angleterre, et il y a eu des transformations, des gens qui m'ont écrit après en disant mais il y a un avant et un après, c'est-à-dire qu'après ils ont une plus grande autonomie, Oui, un plus grand ancrage. On parlait tout à l'heure de oui, l'importance d'être ancré et pas trop éthéré. Et oui. je pense que ces voyages-là, c'est d'abord ce que je veux enseigner dans un premier temps, c'est-à-dire on part de la terre, on part du tellurique, on part de ce Mmh. qui est là pour nous élever, et pas l'inverse en disant faisons venir tel ou tel Mmh. personnage, des dragons ou des archétypes. Ça, Mmh. c'est dans un autre temps. Donc oui, sur chaque lieu, eh bien, on essaye d'expérimenter. Si on est sur aux bonnes dates, il peut y avoir des équinoxes, des solstices, mais pas que. On Mmh. essaie de reconstituer aussi. J'ai une application d'astronomie où je montre aux gens ce qui se passe tel jour de solstice, et puis on récolte des informations, on fait des cérémonies, des Mmh. initiations, parfois dans le Mmh. noir, dans des temples. Ah À oui. Silbury Hill, on a fait des choses incroyables. Autour de l'eau aussi, très très important élément à mentionner. Eh beh, On travaille on en a parlé beaucoup, beaucoup beaucoup. tout à l'heure avec, une autre conférencière, l'eau. On Ouais, disait l'eau, bon, bah, c'est un peu, au centre de toutes les cultures primordiales. oui, Symbologiquement parlant, l'eau, c'est aussi, l'image de la connaissance. C'est de là qu'est arrivée la connaissance, par l'océan, par la mer. On va dire les des initiateurs, dans certaines traditions, on voit par exemple à Tiwanaku. Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, le Pérou, la Bolivie, mais on y était là le mois dernier et on retrouve à Tiwanaku ces statues, ces prêtres, comme ça qu'on les appelle, qui sont symboliquement parlant recouverts d'éléments liés à l'eau, en fait, la mer. Hein. On retrouve les pagnes avec les écailles, on retrouve la symbolique de la conque. La conque, un élément extrêmement fort dans les anciennes traditions. On la retrouve chez les Aztèques, on la retrouve dans le Mahabharata, avec Shiva, on le retrouve dans les cultures méso-américaines précolombiennes. L'eau est vraiment au centre d'une connaissance ancestrale. Alors, justement, je vous pose la même question que j'ai posée à Michel Desailles tout à l'heure, qui est historien conférencier. Est-ce que vous pensez qu'on est sur quelque chose uniquement symbolique, qui contient justement de l'information, ou est-ce que vous pensez qu'on a affaire derrière ce mythe des enseignants qui ont amené la connaissance, mais qui venaient des mers? Est-ce que vous pensez qu'on est face à une réalité historique? Je vous pose la même question. il y a une réalité historique et surtout une réalité physique qui est encore complètement méconnue, mais qui, grâce à certains grands chercheurs, et je rends hommage assez largement à Marc Henry, qui est pour moi le plus
grands scientifiques actuels travaillant de manière sérieuse et carrée sur l'eau. L'eau, c'est comme un cristal liquide. C'est un vecteur d'information. On est à 80-90% même en niveau moléculaire de l'eau. C'est par ce biais que se transmettent toutes les informations. Et c'est le support aussi de la conscience. C'est eau morphogénique, hein, il appelle ça l'eau morphogénique, transfert d'informations. Et bien sûr, il y a une réalité historique. Je pense que toutes les civilisations qui ont parlé de l'eau, de ces conques, mais aussi de l'eau bénite, c'est absolument pas un hasard. On est sur ce vecteur d'information. Et puis, juste qu'on parlait des mythes, de la réalité des mythes, le miroir de Galadriel dans le Seigneur des Anneaux de Tolkien, qui permet quand même de voir le futur, le présent, le passé, mais tout est dit. Ces romans, ces fictions, encore une fois, de manière détournée, nous faisant faire ce pas de côté, nous disent des choses initiatiques qu'il s'agit de décoder, évidemment. Tout le monde ne le prend pas. Il faut savoir lire entre les lignes, s'ouvrir un peu ou pas. Mais ça, c'est le chemin de libre arbitre, libre à chacun de s'ouvrir à ses domaines. Mais oui, l'eau, c'est la clé de tout, j'en suis persuadé. Et c'est l'enjeu des prochaines années aussi en spiritualité, parce que toutes les infos transitent par l'eau, y compris dans l'univers. Alors, j'ai une personne dans les univers. J'ai une personne dans le chat qui pose une question, qui demande justement si les futurs endroits où vous emmènerez vos participants passeront par Glastonbury, les crop circles, etc. Est-ce que ça fait partie un peu des lieux que vous prévoyez dans votre Glastonbury, c'est un incontournable. Crop Circle, si on y va au mois de juillet, c'est possible. C'est pas la base du tout de mon voyage, mais on en a parlé quand même au cours du précédent voyage de l'année dernière. Et puis, on a eu des synchronicités incroyables avec les Crop Circle. Alors, puisque vous me branchez sur ce sujet, allons-y. Nous étions 5 participants. Et le premier jour, on découvre, alors qu'il y a eu un retard d'avion, qu'il y a eu encore une fois des espèces, vous voyez, vous parliez tout à l'heure de tout se passe pas comme prévu, même des choses un peu négatives ou des choses qui nous irritent. Un avion en retard et finalement, les participants arrivent au grand complet, on roule et puis j'apprends qu'il y a un crop circle. C'était une fleur de vie. On avait 5 pétales, pas 6. Alors, ça peut sembler délirant, on peut se dire, mais là, c'est un biais cognitif, on force le réel et on peut même avoir un ego démesuré en disant, c'est formidable, il est pour nous, ce crop circle. Donc, je suis très méfiant, je dis pas qu'il est pour nous, mais on a eu une telle suite de synchronicité autour de ces crops. Avec le chiffre 5, nous étions 5, on a parlé de créativité, c'était le maître mot du voyage, donc c'était pas prévu. Eh bien, c'est ça aussi dans ces voyages, il faudra se laisser aller à l'imprévu. Donc oui, les crop circles, si on y va au mois de juillet, eh bien, si le phénomène se manifeste. Il est extrêmement complexe, je ne vais pas en parler maintenant, c'est un phénomène qui fait beaucoup d'encre, et voilà, j'ai mon idée sur la question. C'est très polémique, bien sûr, les crop circles. C'est terriblement polémique. Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et voilà. Mais ça, je comprends. Alors, on a dans le chat Sandrine Pierrel qui vous salue chaleureusement et qui vous dit justement qu'elle était avec vous, elle faisait partie de ce voyage, c'était exceptionnel et que ce qu'ils ont expérimenté avec les crop circles, et elle vous remercie justement d'avoir été un si bon guide. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que je rebondis sur ce que vous dites, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu du retard, parce que les gens sont arrivés en retard, les vols ont eu du retard, que vous avez pris connaissance à un moment de l'existence ou de l'apparition de ce crop circle et que vous étiez justement en retard, que vous avez pu vous y rendre, parce que sans ça, on se doute que vous seriez parti directement et que vous seriez passé carrément à côté et vous n'auriez pas eu l'occasion ou l'opportunité d'aller le voir. C'est comment vous appelez ça? Exactement ça. C'est exactement ça. Alors déjà, je salue et je remercie chaleureusement Sandrine, qui était effectivement une des participantes du voyage. Et c'est vrai qu'on attendait un participant. Ensuite, on a pris le risque d'arriver très en retard à l'hôtel. On était déjà attendu, mais c'est moi qui conduisais en plus. J'ai dit non, on va aller voir ce crop. Il est sur notre route, tant pis. Et on a perdu peut-être 2 heures. C'est pas perdu, c'est juste qu'on a pris le risque de s'ouvrir à l'inconnu et c'était extraordinaire. Effectivement, sur place, les gens ont expérimenté les vibrations qu'il peut y avoir, le fourmillement, les images, et chacun a pu expérimenter sa propre méditation. Moi, j'étais en retrait volontairement. J'étais pas là en train de dire, voyez, ce qu'est le crop, et puis magistral. Ils ont expérimenté, ils se sont dit, ah ouais, quand même. S'il n'y avait pas eu ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, on ne serait pas là avec vous en train de faire ça. Je dis oui, mais moi, je dis plus rien. C'est ça la magie de la conscience. C'est aussi une co-création collective. Et le fait que peut-être ces concepteurs de crop circle, je ne me prononcerai pas là-dessus, ont pu capter les intentions qui étaient les intentions de tous les participants, qui étaient surtout authentiques et sincères et qui étaient dans le cœur. On n'était pas là pour dire, allez, on va voir un crop, on va voir ceci, on doit. Et le programme, c'est ça, grand 1, grand 2. On s'est laissé ouvert à l'impermanence, au flux de la vie et au flux du mystère. Et la magie s'est opérée.
ça pourra ne pas se reproduire si on refait un voyage. Donc, tout ça, ça fait partie de l'existence. Arrivera ce qui doit arriver n'importe comment. Mais de toute Exactement. façon, quand on est sur cette voie du cœur, quand on fonctionne à l'intuition et qu'on se retrouve avec des personnes, qui sont pas là par hasard non plus, il y a toujours de la magie qui s'opère. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses exceptionnelles qui arrivent et des anecdotes incroyables. Alors, j'ai, Mag qui était tout à l'heure avec moi avant et Omar qui me disent: «C'est exceptionnel ce que vous dites. Il faut absolument que vous veniez dans un de mes séjours conférences». Donc, c'est promis, les amis, j'inviterai Philippe dans les années à venir, peut-être l'année prochaine ou peu importe, à faire un voyage et nous initier à ces connaissances. En tous les cas, je Ouais, note ça dans un coin de mon esprit. ça sera avec grand plaisir. Moi, de toute façon, je suis très content d'être là ce soir. Et puis, à chaque fois, quand il y a une connexion qui se fait avec des intervenants de votre qualité, tout à coup, il y a une bulle hors du temps qui se crée et je sens même les auditeurs derrière, y compris vous. Et on sent aussi Ouais. les gens qui ont lu le livre et ceux qui ne l'ont pas lu. Et c'est aussi toute la différence entre certains médias et d'autres. Voilà. Alors moi, Philippe, je suis désolé, je vais pas vous brosser dans le bon sens du poil. Malheureusement, j'ai pas pu le lire. Parce que je le disais à ma chère amie Bleuette tout à l'heure, j'ai une pile comme ça d'ouvrages à lire et en fait, je suis obligé de les prendre comme ils viennent dans Mm. l'ordre et voilà. Mais par contre, je me suis documenté sur, et puis on a quand même beaucoup aussi échangé et effectivement, il y a des gens qui ont aussi lu votre ouvrage. Alors je précise, votre ouvrage sera en vente bien sûr sur l'étrange rendez-vous, vous ferez bien sûr les dédicaces, vous rencontrerez votre public et un nouveau public qui vous découvrira et je sais qu'il sera ce public enchanté de vous rencontrer et ça sera l'occasion aussi peut-être, on l'espère, d'avoir un petit teasing sur votre prochain ouvrage. On en a déjà parlé. Et si vous êtes d'accord, Philippe, avant de clore cet échange, parce qu'il faut qu'à un moment, on puisse le clore, j'aimerais passer la bande-annonce de votre prochain ouvrage et le partager avec nos auditeurs. Est-ce que ça Quel, vous... Ça quel vous... honneur, cette Eh bande-annonce. ben, Il y a déjà presque tout ce que j'ai pu voir et expérimenter et que je voulais transmettre aux gens rien qu'avec les images. Donc, voilà. c'est un immense honneur que vous faites de diffuser Ah bah, cette écoutez, image. C'est on pas un la, film, c'est un livre, mais c'est quasiment un film. oui, non, mais de toute façon, elle dure 47 secondes. On Ah aura oui, c'est très l'occasion, court, on la mais c'est déjà reprojettera. c'est un voyage. C'est un Voilà, voyage. on la reprojettera à l'étrange rendez-vous, mais c'est un petit teasing. Je le précise, cet ouvrage s'intitule, alors attendez, puisque je suis en même temps sur tous les écrans, s'intitule Les 9 clés de la sagesse islandaise. Ouais. Moi, ça m'appelle, ça me parle beaucoup. Tout à l'heure, je ne voulais pas vous interrompre, mais quand vous parlez de ce rapport avec les êtres de la nature et de l'invisible, eh bien, on était carrément dans la thématique du film de Jean-Michel Roux, Enquête sur le monde invisible, que j'ai eu l'opportunité de découvrir dans mes jeunes années, quand j'avais la vingtaine, qui m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, on avait invité Jean-Michel Roux à venir projeter son film sur la première édition, il avait refusé. Ah, j'étais un peu déçu. Mais en tous les cas, bon, on va quand même montrer la bande-annonce de votre prochain ouvrage. Et on se retrouve 2 petites minutes après pour ponctuer cette interview. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'était la bande-annonce. Alors moi, je vous le cache pas, Philippe, gros frisson pour moi. Musique super, image super. Ça donne envie d'en voir plus et d'en savoir plus. Ça donne surtout envie d'aller voyager en Islande. Et je crois que votre bande-annonce a été pour moi une sorte de déclencheur. L'Islande, c'est pas un pays que je pensais un jour faire dans les médias parce que les voyages que je fais sont souvent axés sur les anciennes civilisations. Mais en tout cas, l'Islande, promis, ça va être sur les prochaines destinations pour les prochains voyages en tous les cas. Philippe, je voulais vraiment vous remercier d'avoir pris le temps d'être venu nous voir ce soir, d'avoir échangé, d'avoir partagé avec nous. Et il reste presque 2 mois avant cet étrange rendez-vous. On est content, on a hâte de vous retrouver en tous les cas. Et je voulais vraiment vous remercier encore. Vraiment, merci.
Merci, le plaisir vraiment partagé. Moi, j'adore échanger avec ces sujets et puis vous disiez ne pas avoir lu le livre, mais c'est pas grave parce qu'il y a une sympathie, des transferts d'informations et puis, un champ énergétique donc tout ça, fonctionne très Mmh bien. mh. On est sur la Mmh. même longueur d'onde, vous voyez? C'est encore une fois Et de la bien physique. sûr. Et bien sûr, j'ai sorti un ouvrage l'année dernière qui s'appelle Super conscience et résonance événementielle. Et avec mes mots, je suis un peu dans votre ligne. On est dans une ligne commune et quelque part, on ne peut que constater qu'il existe probablement un cloud d'information et qu'à un moment, il est temps que ce cloud, bien que vous comme moi et d'autres, bien sûr, parce qu'il y a Romuald Le Terrier aussi sur Bien votre sûr. ligne, puissent partager et on va dire un petit peu remettre un peu en question euh, ce paradigme dans lequel on est et nous emmener vers un nouveau paradigme justement qui nous permet peut-être de vivre ce que j'appelle l'extra-conscience et de prendre plus conscience et connaissance de tout ce qui peut se passer en même temps où on est en train de se parler. Tout se produit en même temps, tout arrive en même temps et justement cette voix du cœur, cette intuition nous permet de faire les bons choix et de suivre un chemin qui nous sied le plus, comme j'ai l'habitude de le dire. En tous les cas, Vous on aura avez tout l'occasion de dit, vous vous avez retrouver. tout résumé. Merci Ah bah Daignan, voilà. c'est formidable, formidable et je salue tout le monde, tous les internautes qui étaient présents ce soir pour ce chat. C'est un plaisir de les avoir sentis un petit peu derrière tout ça, y compris Ouais. des voyageurs d'Angleterre que je salue. Et ben, ils vous saluent en tous les cas. Tout le monde vous remercie et voilà, on a hâte en tous les cas, avec grand intérêt de vous retrouver cet été. Merci beaucoup Philippe. Je vous souhaite une Merci. excellente fin de journée, une belle soirée et à très bientôt. On reste en contact n'importe comment pour cet été et à très bientôt et bon courage pour la sortie du prochain ouvrage. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message à la sortie du livre que je relayerai sur ma page Facebook en tous les cas. N'hésitez pas. Merci, merci infiniment pour tout. Bonne soirée à tous. Merci Daignan. À Merci bientôt. Philippe. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.